Tétrapharmakos, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 48e épisode. Nous avons tous connu ces moments où aucune décision ne semblait pleinement satisfaisante. Faut-il dire toute la vérité lorsqu'elle risque de faire plus de mal que de bien ? Faut-il obéir à la loi lorsque celle-ci paraît injuste ? Peut-on trahir un ami pour sauver une communauté ou sacrifier une personne pour en sauver plusieurs ? Nous appelons spontanément ces situations des cas de conscience. Mais que désigne exactement cette expression ? S'agit-il simplement d'une hésitation intérieure, d'un conflit psychologique entre ce que nous désirons et ce que nous devons faire, ou bien sommes-nous confrontés à quelque chose de plus profond, un véritable conflit entre deux devoirs, deux valeurs, deux exigences morales également légitimes ? Pendant longtemps, la casuistique, c'est-à-dire l'étude des cas de conscience, a souffert d'une réputation ambiguë. On l'a souvent réduite à une technique de juriste ou de théologien cherchant à contourner les règles par des distinctions subtiles, au point que le mot lui-même a fini par évoquer, dans le langage courant, une certaine forme de sophistique. Mon invité d'aujourd'hui, Christelle Veillard, propose de renverser complètement cette image. Dans son livre « Cas de conscience et conflits de devoir, les origines de la casuistique d'Homère à Épictète », elle montre que cette méthode est d'abord une réflexion philosophique sur les situations où les principes moraux entrent eux-mêmes en conflit. Car il arrive que deux devoirs soient également fondés, également légitimes et pourtant impossibles à satisfaire simultanément. Le problème ne vient plus alors de notre faiblesse ou de notre ignorance, mais de la structure même de l'action morale. L'autre rapport de ce livre est historique. Nous avons tendance à associer les cas de conscience à la morale chrétienne, au manuel des confesseurs ou aux débats médiévaux. Or, Christelle Veillard montre que ces interrogations sont beaucoup plus anciennes. Elles traversent déjà les poèmes d'Homère, les tragédies grecques, les dialogues de Socrate, la pensée d'Aristote et culminent chez les stoïciens. Son ouvrage raconte ainsi une histoire de la décision morale dans l'Antiquité. Comment les Grecs ont appris à penser ces situations où aucune solution n'est parfaite, où choisir revient toujours à renoncer à quelque chose et où l'expérience du dilemme nous transforme durablement. Madame Veillard, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour et merci à vous. Vous êtes maîtresse de conférences, habilitée à diriger des recherches et enseigner la philosophie ancienne à l'Université Paris-Nanterre. De plus, vous êtes membre de l'Institut de recherche philosophique. Vos domaines de recherche sont d'abord histoire de la philosophie ancienne, philosophie hellénistique et plus précisément le stoïcisme et l'épicurisme, puis éthique et politique, éthique des vertus, devoirs et bienfaits, cas de conscience, de plus identité psychologique et morale, affectivité et sociabilité, et enfin réception des éthiques anciennes en philosophie contemporaine. Parmi vos ouvrages, on peut citer Les Stoïciens paru en 2012 chez Ellipse, Les Stoïciens, le volume 2, Le Stoïcisme intermédiaire édité aux Belles Lettres en 2015, Les Stoïciens, une philosophie de l'exigence sortie chez Ellipse en 2017, Le Souffle de la raison, Le défi des Stoïciens édité par Plomb en 2023 et enfin celui dont j'ai déjà parlé dans l'introduction et qui va nous servir de fil conducteur, Cas de conscience et conflits de devoir, les origines de la casuistique d'Homère à Épictète, sorti le 7 mai dernier aux Belles Lettres. Alors, avant de remonter à l'Antiquité, il faut, Madame Veillard, que vous expliquiez à nos auditeurs ce que vous entendez exactement par cas de conscience. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Alors, vous commencez par la question la plus difficile en réalité, puisque c'est une question de définition. Et l'objectif de mon livre était précisément d'essayer de trouver des définitions un petit peu plus correctes de tous les termes qu'on utilise, donc cas de conscience, dilemme ou conflit de devoir, en ayant l'idée que ça pouvait correspondre à des choses à peu près semblables. Donc à la fin de cet ouvrage, disons, on pourrait définir le cas de conscience comme une difficulté interne d'un individu à trouver la bonne solution, avec cette caractéristique que le cas de conscience apparaît comme vraiment un blocage pratique, c'est-à-dire une paralysie de l'agent, puisqu'il n'arrive pas finalement à se décider.
Alors, je suis partie de ce phénomène en me demandant en quoi il était différent d'une simple hésitation pratique. Comme vous l'avez dit, effectivement, parfois, nous ne savons pas quoi faire, nous hésitons entre 2 chemins possibles ou entre 2 objets possibles, mais ça ne constitue pas à proprement parler un cas de conscience. C'est juste Mmh. parce que nous n'avons pas encore décidé, ou bien parce que nous n'avons pas encore tous les éléments disponibles pour décider correctement, ou éventuellement parce que les circonstances, varient et qu'au fil du temps, on pourrait hésiter entre 2 solutions possibles. Il m'a semblé que ce qu'on appelle cas de conscience ou conflit de devoir ou dilemme, ce sont des choses qui sont différentes, ou en tout cas ce sont des Mmh. phénomènes qui sont bien différents des simples hésitations pratiques, et donc l'objectif de mon livre, c'était d'essayer de comprendre ce qui se passait exactement. Alors pour les distinguer, ces 3 termes, je suis partie du cas de conscience comme difficulté interne de l'agent, donc j'ai un conflit intérieur, une difficulté radicale parce que je n'arrive plus à, disons, articuler mon propre système de valeurs. Cela m'a conduit à énoncer le cas de conscience en termes de conflit de devoir, puisque justement ce que fait apparaître le cas de conscience, c'est qu'il y a un conflit à l'intérieur de moi entre 2 normes que j'ai posées moi-même comme étant valides, les 2, mais qui de fait, du fait d'une certaine circonstance par exemple, apparaissent tout à coup comme contradictoires. Donc il y a un conflit qui devient un conflit de normes. Et ce conflit de devoir, donc dans l'histoire en tout cas, il s'est exprimé comme dilemme, alors au sens, habituel du terme, hein. Le dilemme, c'est, vraiment, la même chose que le cas de conscience pour nous. Au sens historique du terme, hein, le dilemme, c'est d'abord une double proposition. C'est le fait que je peux énoncer 2 propositions que je pense comme également vraies, mais qui sont en réalité incompatibles ou, contradictoires. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de dérivation, disons, dans ma réflexion Oui. entre le conflit intérieur, qui est le cas de Mmh. conscience, la mise en exergue des normes qui sont contradictoires avec le conflit de devoir, et puis ce qui fait le fond formel de ce conflit de devoir, à savoir la double proposition qu'on appelle de manière large le dilemme. Il y a une autre définition qu'il faut peut-être donner, c'est la différence entre l'éthique et la morale. Est-ce qu'il y en a une? Alors ça aussi c'est une question, extrêmement, complexe. On a l'habitude de diviser, disons, ou en tout cas de distinguer, l'éthique à la morale en disant que l'une serait, hem, la réflexion sur la fondation des principes qui nous meuvent et qui nous Mmh. font agir de manière morale, Mmh. tandis que l'autre serait une sorte de réservoir de toutes les valeurs que nous avons pu ériger comme des valeurs, légitimes. Alors parfois même on a une définition un petit peu, contraire, donc parfois on dit que l'éthique, c'est la réflexion sur la fondation des principes, tandis que la morale, c'est l'ensemble de ces principes ou de ces résultats Mmh. moraux. Et puis parfois on a, l'idée que c'est plutôt le contraire, hein. Moi ce que je maintiendrais comme différence effectivement, c'est que en tout cas, j'aurais posé que la morale, c'est l'ensemble de nos valeurs qui sont établies comme étant ou comme correspondant à ce qui est le bien, Mmh. et l'éthique, c'est, une réflexion sur la fondation de ces valeurs. Alors, cette morale ou cette éthique peut avoir différents fondements. Elle peut être d'ordre religieuse, d'ordre étatique ou même familial. Alors tout à fait, donc là, l'intérêt du passage par les stoïciens, hein, comme vous l'avez vu, mon champ de spécialité, c'est d'abord le Oui. stoïcisme, et l'avantage des stoïciens, c'est qu'ils ont bien délimité les différentes sphères à l'intérieur desquelles nous avons à nous mouvoir. Donc ils établissent, ce qu'ils appellent des cercles concentriques, donc l'individu est, pour ainsi dire, au milieu d'un certain nombre de cercles, et au milieu avec sa faculté de juger. C'est ça qui est intéressant. Et Mmh. sa Mmh. faculté de juger, elle va venir trancher sur tous ces cercles concentriques. Donc le cercle le plus étroit, c'est ce qui concerne mon existence la plus directe, avec un premier devoir qui serait le devoir de conserver son existence. Et puis, on a des cercles de plus en plus larges. Donc Mmh. d'abord le cercle restreint des enfants, de l'époux, de la Oui. femme, de la Mmh. famille, Mmh. des cousins. Ensuite, le cercle un peu plus étendu de la cité dans laquelle nous habitons, ou du village ou de la cité. Mmh. Et puis éventuellement celui de la nation,
Et enfin, disent les stoïciens, le cercle élargi de la cosmopolis, donc la totalité du monde, donc Mhm. la cité cosmique dans laquelle tous les hommes habitent, donc le Mhm. monde comme Oui. cité cosmique. Et puis, à l'intérieur de cette, configuration, stoïcienne, disons, nous avons une cohabitation entre les dieux et les hommes, puisque les dieux sont posés ou le dieu est posé comme un principe rationnel qui va Mhm. venir nous aider à ordonner les différents cercles, pour le dire, de cette, façon un peu ramassée. Donc les stoïciens, ayant posé ces différents cercles concentriques, vont Mhm. définir des devoirs qui correspondent à chaque sphère d'existence. Donc la sphère affective, la sphère Eh oui. politique, la sphère, philanthropique et évidemment parfois, hein, c'est ce que vous avez rappelé au début, Mhm. parfois justement il y a des conflits entre ces Eh oui. différentes sphères. Que se Mhm. passe-t-il si, j'ai à choisir entre la vie de mon enfant et puis, le sacrifice que je dois faire pour la patrie ou pour la Eh oui. nation? C'est une configuration, disons, éthique spécifique qui permet de faire apparaître des conflits de devoirs et de montrer pourquoi il y a conflit. Alors revenons peut-être au terme de casuistique, qui n'est finalement assez tardive, puisqu'elle serait du XIIe siècle, si je ne m'abuse, et cette casuistique a souvent mauvaise réputation. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Alors effectivement, la casuistique, elle est d'abord, rattachée, disons, à la tradition chrétienne, aux jésuites. Elle est d'abord l'étude des cas ou le raisonnement par cas. Donc le premier sens qui est le sien, c'est l'étude des cas ou le raisonnement par cas, avec l'idée que justement, je peux disposer d'une règle morale, mais cette règle peut ou pas s'appliquer en fonction Mhm. des cas, c'est-à-dire en Oui. fonction des circonstances. Par exemple, la règle du jeûne, qui est, disons énoncée par, la plupart des religions, indique qu'on doit jeûner à une certaine date, pendant un certain nombre de jours, selon certaines règles établies, en s'abstenant de telle ou telle forme d'aliments ou de Mhm. boissons. Et pourtant, on arrive assez vite à l'idée que ces règles ne sont pas pertinentes dans certains cas, par exemple pour les enfants ou pour les malades ou Oui. pour les vieillards. Et donc, il est nécessaire de les assouplir ou d'en assouplir l'application. C'est la raison pour laquelle, justement, donc les manuels de casuistique se sont attachés à décrire tous les cas dans lesquels la règle ne pouvait pas s'appliquer. On voit tout de suite, assez rapidement, finalement, qu'on peut aussi jouer à ce jeu de l'infraction à la règle assez loin. Au fond, y a-t-il même des moments où il faut appliquer la règle ou bien est-ce que j'ai toujours une bonne raison de ne pas Oui. appliquer la règle? Assez rapidement donc, ces manuels de casuistique ont été accusés de favoriser le laxisme, c'est-à-dire de nous présenter tout un tas de bonnes raisons de ne pas appliquer la règle du jeûne d'abord et Oui. puis toutes les autres règles possibles. Donc le laxisme, hein, c'est Mhm. finalement le fait de dire que la règle ne s'applique pas de manière absolue, s'applique en fonction des cas et donc éventuellement, on peut toujours trouver une bonne manière ou une bonne raison, Mhm. de faire infraction à la règle, de sorte qu'elle n'a plus vocation à être au sens fort une règle. Vous donnez un exemple assez frappant, celui de Blaise Pascal avec les jésuites. Comment contourner une règle, le mensonge par exemple? Exactement, donc Blaise Pascal a beaucoup combattu, évidemment cette pente dangereuse du laxisme, en disant que, donc c'est la doctrine des équivoques. On peut toujours, prétendre qu'on n'a pas menti, puisqu'on peut toujours se donner d'un point de vue rhétorique, une espèce de clause intérieure pour dire: «Je n'ai pas menti, que je dis, que je prétends». Je n'ai pas menti au Mhm. moment où justement, j'ai prononcé la phrase, Eh oui. parce que je n'avais pas l'intention de mentir et donc ça, c'est une torsion de la Mhm. lettre, de la règle qui est Mhm. dénoncée par Blaise Pascal. Alors, je pense que nos auditeurs ont compris ce qu'il faut entendre par casuistique, les cas de conscience et les conflits de devoir. Alors, on va remonter dans l'Antiquité puisque votre point de départ, c'est Homère. Pourquoi commencer par lui alors que ces héros dépendent du destin choisi par les moires et la volonté des dieux? Y a-t-il vraiment un choix pour une décision autonome, individuelle? Alors effectivement, c'est un espace, mental
dans lequel, à la fois, on a l'impression que l'individu n'est pas vraiment libre de ses choix, Mmh. mais en même temps, c'est un espace dans lequel on voit très bien comment le personnage, le héros, est tiraillé entre des injonctions différentes, Mmh. des injonctions qu'il s'est faites à lui-même. Souvent, Oui. ce sont, des devoirs familiaux, justement, Mmh. qui déchirent, ou des devoirs affectifs qui déchirent les héros et en même temps, ils sont l'objet d'une injonction divine, d'un destin contraignant qui vient les obliger à accomplir une action alors même qu'ils, ne voudraient pas la faire complètement. Mmh. Donc c'est vrai que, c'est vraiment un espace mental où précisément, il y a une difficulté morale à articuler des injonctions contraires Mmh. et il est vrai que, les spécialistes de l'Antiquité ou de la philosophie antique, résisteraient à dire qu'il y a un véritable sujet moral chez ces héros homériques et Oui. pourtant ce qui est intéressant justement, c'est que donc c'est de cela dont je suis partie, c'est que dans les textes d'Homère, nous avons une récurrence d'une formulation de délibération et donc d'un arrêt du héros qui montre qu'il y a une paralysie morale, en ce qui Mmh. correspond à notre première définition du cas de conscience. Il y a un Oui. blocage pratique, une Mmh. paralysie et puis il y a une formule qui est récurrente dans le texte d'Homère, qui va indiquer qu'il y a une délibération du héros qui va, disons, ouvrir ses possibles ou en tout cas, au moins, déployer 2 types de propositions contraires. Je pourrais faire ceci, mais je peux aussi faire cela. Je ne sais pas quoi faire. Que faire? Comment se déterminer? Et disons la scénographie homérique montre comment justement le héros va mettre en balance ces 2 choix possibles qui Mmh. s'offrent à lui. On pourrait Oui. dire ils s'offrent pas vraiment à lui, ils sont imposés à lui, mais quand même, Mmh. on Oui. voit bien le mécanisme finalement, psychologique qui s'enclenche ici et il y a Mmh. vraiment une délibération. Oui. C'est-à-dire, le héros s'arrête et il dit: «Que faire maintenant? Comment délibérer et comment me décider?» et il va venir peser donc des solutions contraires pour ensuite se remettre en mouvement et choisir. Alors, vous avez relevé cette phrase, mais pourquoi donc mon cœur a-t-il disputé de cela avec moi? Et c'est après avoir effectué le choix. Il y a 5 occurrences de cette phrase, et il y a notamment le cas d'Ulysse. Ça commence par lui. Alors absolument, donc Ulysse est un personnage, très intéressant parce qu'il a justement une grande histoire et il est repris aussi par les philosophes ultérieurs. Ulysse, comme l'on sait, est, le roi d'Ithaque et il va jouer un rôle extrêmement important, dans la guerre de Troie et notamment dans la victoire des Grecs avec, vous vous rappelez, ce stratagème du cheval de Troie. Donc il faut Oui. absolument qu'Ulysse, aille à la guerre pour, Eh mettre en oui, place justement bien tous sûr. les subterfuges qui sont les siens Mmh. et Ulysse, en tout cas tel qu'il est vu par, les commentaires, ultérieurs Oui. d'Homère, est présenté comme celui qui va hésiter et qui va même feindre la folie pour essayer Mmh. d'échapper à son devoir. Justement en disant qu'il est obligé par son devoir de soldat ou de chef de guerre de partir à la guerre, Mmh. mais en même temps, il est le lieu d'un devoir spécifique qui est le fait qu'il est le roi d'Ithaque, il est, le mari de Pénélope et Ouais. il est le père de Télémaque. Qu'il a des devoirs politiques, familiaux et un devoir justement, spécifique, par rapport à Télémaque, qui est jeune et qu'il doit Oui. continuer, d'éduquer. Ces devoirs-là viennent entrer en contradiction avec, son devoir de partir à la guerre et donc il imagine une sorte de stratagème pour, éviter de partir à la guerre. Évidemment, il va être, justement confondu, pour une fois, le rusé Ulysse, va être confondu par plus rusé que lui. Il va devoir obéir à son injonction d'être, de mener les Grecs à la bataille. Alors, sur le champ de bataille, on avance un peu. Patrocle vient de mourir, ses armes gisent là et pourraient être subtilisées par les Troyens. Ménélas est là, il veut les récupérer, mais il hésite. Alors, que nous apprend cette hésitation? Alors effectivement, ce qui est aussi intéressant dans les exemples, mis en scène par, le texte homérique, que, on a des personnages, donc on parlait du sujet, tout à l'heure, hein, on a Mmh. des personnages qui ont une véritable épaisseur psychologique et cette épaisseur psychologique donc apparaît véritablement au moment du choix et Ménélas, que j'ai appelé Ménélas le lâche, Oui.
le texte. Justement, lui, il va faire, un choix un petit peu étrange pour un Mmh. héros homérique parce qu'il va faire le choix de fuir, donc de ne pas obéir à l'injonction d'honneur, de courage à laquelle il est contraint de répondre en tant que Oui, roi et en bien tant sûr. que Mmh. soldat. Et donc lui, en réalité, hein, il est mû par la peur et il va choisir de fuir. Donc dans la même situation qu'Ulysse, lorsqu'il doit choisir entre 2 actions contraires, soit prendre la fuite, soit rester, même dans une situation désespérée, tandis qu'Ulysse, lui, va choisir de rester, Ménélas, lui, choisit de fuir en se donnant une bonne raison de fuir, hein. C'est Et ça oui. qui est aussi intéressant. Il va dire: «De toute façon, la situation est désespérée, j'ai» c'est exactement ça, hein, «la circonstance me donne l'autorisation de fuir parce qu'en réalité rester est absurde, inutile. Je Mmh. vais Mmh. sacrifier ma vie, Et oui. il faut céder la place et sauver, son existence pour ensuite, éventuellement, hein, revenir avec une aide d'un autre personnage». Parlons d'Hector. Est-ce qu'on peut dire que c'est le premier héros véritablement confronté à un conflit de devoir? Alors, le cas d'Hector effectivement est assez particulier ou assez difficile que, Hector est vraiment le paradigme même, du héros homérique qui est investi de l'honneur, de la Ouais. valeur de l'honneur. Il est vraiment le dernier rempart de Troie et il va être défié par Achille et ce qui est intéressant, c'est qu'il prend peur à la vue d'Achille et il se met à courir, dans tous les sens, de Mmh. manière un petit peu, justement indigne finalement Ouais, ouais. et ce qui va permettre son renversement, disons, et le fait qu'il va se décider à revenir au combat, c'est que justement, il va remettre, disons, son sort dans les mains des dieux. Bon, il faut vider la querelle, il faut rencontrer Achille le plus rapidement possible et il faut savoir à qui, les dieux vont donner la gloire. Donc Mmh. il va se remettre dans le combat, disons. Le poids de la honte, disons, étant plus fort que la peur de la mort et Mmh. la peur de la souffrance. Alors, ce qui est difficile, dans cette configuration avec, Hector, c'est qu'en fait, ce qui est plutôt intéressant dans cette scène entre Achille et Hector, Ouais. c'est Homère va nous montrer qu'il y a jamais finalement de bonnes solutions ou de mauvaises solutions, mais que Mmh. l'espace même de la guerre est l'espace dans lequel aucune bonne solution n'est possible. Il Ouais. n'y a que de la souffrance, il y a de l'indignité, il y a de la Mmh. peur, il Ouais. y a de la mort et précisément, alors même que les 2 héros se battent un petit peu avec eux-mêmes pour essayer de Mmh. savoir, quel est le Oui. plus honorable, donc Hector va se porter au combat avec honneur. En même temps, il a hésité, donc il a eu trop peur, il s'est mis Et à oui. courir dans tous les sens, donc son personnage est en 2 dimensions, disons. Mmh. Et de la même façon, Achille, qui s'est mis face à lui de manière très, décidée, en étant certain de gagner, il va se conduire de manière indigne, puisqu'il va venir traîner le cadavre d'Hector. De Ouais. la même façon, son personnage n'est pas univoque. Que veut montrer Homère, à mon sens, dans cette scène, hein, Mmh. c'est que, à la fois il y a conflit chez Hector, Ouais. effectivement, Mmh. mais il y a surtout l'idée que les situations de dilemme, finalement, sont un peu contagieuses. En tout cas, il y a une espèce de bon, ce qu'il veut montrer en réalité, hein, c'est que l'espace de la bataille Ouais. n'est jamais le lieu où l'honneur est Mmh. sauf à tous les coups. Oui. C'est-à-dire que Oui. même si j'agis pour défendre l'honneur Mmh. et pour défendre les valeurs d'honneur et de courage, je suis dans une configuration telle, qui est celle de la guerre, que forcément les actions des uns et des autres vont être entachés par, de mauvaises manières de se comporter. Très bien. Alors, après les épopées homériques, vous étudiez les tragiques. Échille, Sophocle et Sénèque. En quoi prolonge-t-il Homère? Alors mon objectif, c'était un peu de voir à travers l'histoire et à travers les différents types de textes, comment la même structure pouvait être mise en place et comment on pouvait retrouver à chaque fois, le même système. Mmh. C'est-à-dire un individu Oui. qui se trouve en tout cas qui est défini par
un ensemble de valeurs, un Mmh. système de valeurs qui, pour l'instant, a fonctionné assez bien, donc l'honneur, le Ouais. courage, les affections, Mmh. pour les parents ou les enfants Ouais. et qui sont mis dans une situation de dilemme, du fait d'une circonstance particulière, qui, de la même façon, vont exactement, dire un peu les mêmes choses. Donc, quel parti prendre? Je ne sais pas. Comment faire pour décider? Je ne sais pas encore. Et j'ai 2 solutions qui s'offrent à moi et elles sont toutes les 2 mauvaises, hein. C'est un Mmh. petit peu comme ça qu'on peut décrire, tous ces exemples, qu'il s'agisse donc de l'exemple d'Antigone, de Jocaste et cetera. Donc, que Mmh. dois-je faire? Je dois faire ceci en renonçant à cela, hein, c'est Mmh. toujours un peu ça le schéma. Oui. Et donc ce qui m'intéressait de voir, c'était, de confirmer finalement l'hypothèse que j'avais formulée au début à partir de Mmh. littérature homérique pour montrer qu'il y a vraiment un schéma qui reste toujours le même Ouais. et qui va venir construire dans l'histoire et notamment dans l'histoire de la philosophie, le type de raisonnement pratique ou en tout cas une certaine analyse du raisonnement pratique qui va montrer comment un individu singulier va se trouver pris au piège dans son propre système de valeurs, va être obligé de le réarticuler Oui. et est-ce qu'il peut le réarticuler ou bien est-ce qu'il est contraint de faire un choix qui ne lui ressemble pas? Alors justement, Antigone, en quoi est-elle l'archétype du cas de conscience? Alors Antigone, comme vous savez, elle est, la fille d'Œdipe Oui. d'abord. Elle est la sœur donc d'Étéocle et de Polynice qui se sont disputés, disons, la succession d'Œdipe et qui veulent être rois tous les 2 et qui finissent par s'entretuer. Donc les 2 frères sont d'une certaine manière opposés puisque Mmh. l'un était, disons, l'héritier légitime et l'autre est le traître à la patrie. Donc l'un va être couvert d'honneur, tandis que l'autre va être jeté au corbeau, en interdisant donc de le recouvrir et d'avoir une sépulture. Donc Antigone, en tant que fille d'Œdipe et donc sœur d'Étéocle et Polynice, va être mue par son devoir de rendre des honneurs funèbres à son frère et en même temps, donc, elle tombe sous le coup de l'interdiction politique qui est faite de rendre les honneurs à celui qui a été déterminé comme étant, le traître à la patrie. Donc elle se trouve au milieu d'une injonction contraire, l'obéissance à la loi, donc qui a été formulée, donc Oui. l'obéissance à l'espace politique, la sphère C'est ça. politique et en même temps, l'injonction de rendre les honneurs à son frère, donc l'amour filial qui, la conduit donc dans la sphère affective à faire un choix contraire et elle Ouais. va finir par, décider de suivre donc on voit que son personnage évolue au fil de la littérature, mais la constante, c'est qu'elle veut enterrer son frère et qu'elle va payer cet acte de son existence même, de sa vie. Donc on voit que là, si vous voulez, on a, l'articulation entre 3 sphères, donc la sphère, la plus étroite de conservation de son existence, Mmh. la sphère affective, qui conduit à protéger ses proches et la sphère politique, obéissance à la loi. Alors, autre personnage très connu, Médée. En quoi constitue-t-elle un cas limite? Alors Médée effectivement, est un cas très limite, puisque la situation dans laquelle elle est prise est très complexe, mais elle a été victime d'une injustice. Donc elle a été, mariée à Jason, elle a fait énormément pour, Jason, pour Et l'aider oui. à conquérir, la Toison d'Or Mmh. et en même temps donc elle a eu des enfants avec ce Jason et à un moment donné, justement, du fait d'une circonstance un peu particulière, Jason décide de répudier Médée et d'épouser quelqu'un d'autre. Donc, elle veut rétablir ses droits d'épouse, de mère, et donc elle veut agir pour rétablir la justice sur la scène du monde. Mais elle va choisir une manière un peu particulière, puisqu'elle va se venger sur la nouvelle femme de Jason, mais surtout sur Mmh. ses propres enfants. Et au moment où elle veut accomplir sa vengeance, qu'elle a Mmh. définie comme une espèce de rétablissement de la justice, elle s'arrête, elle se dit quand même: «C'est un peu horrible ou un petit peu compliqué Et oui. de, se venger sur ses propres enfants», même si évidemment ce sont aussi les enfants de Jason. C'est Donc clair. c'est un cas limite parce que, telle qu'elle est présentée dans la littérature et Mmh. notamment chez Sénèque, elle est prête de perdre la raison ou Mmh. en tout cas elle est l'exemple même d'un raisonnement qui a sa propre logique, mais qui est une logique délirante
et dans laquelle justement le personnage va venir justifier de manière de plus en plus délirante une décision qui elle-même est absolument délirante ou Mhm. atroce, inhumaine, et qu'elle identifie elle-même comme délirante, atroce et inhumaine, hein. Donc elle sait parfaitement que tuer ses enfants, c'est, vraiment, horrible, Eh oui. mais en même temps, elle va se donner tout un tas de raisons pour le faire quand même. Et elle est tiraillée, donc dans certaines scènes en tout cas, notamment Ouais. chez Sénèque, hein, Eh oui. elle est tiraillée entre son amour pour Jason, Mhm. qu'elle veut récupérer ou dont elle veut se venger, son amour pour ses enfants, qu'elle veut protéger mais qui sont en même temps, les enfants de Jason, dont elle va être privée parce que Jason va les arracher à ses bras pour les transférer à sa Mhm. nouvelle épouse. Enfin, c'est vrai Ouais. qu'elle est dans une situation quand même un petit peu Bien complexe, sûr. et de ce fait, donc elle cherche une espèce de solution, mais qui est évidemment une solution par la destruction de tous les cercles, hein. Donc ce qui Mhm. est intéressant dans son personnage, c'est qu'elle va venir détruire successivement tous les cercles ou toutes les sphères d'existence, jusqu'à, pratiquement se détruire elle-même, et c'est ça qui apparaît aussi dans les textes de Sénèque, hein. Elle ne peut plus se définir comme mère, ni comme fille, ni comme épouse, et donc elle disparaît dans une espèce de définition, inhumaine, et donc Mhm. elle devient une sorte de sorcière inhumaine Eh à la oui. fin de la pièce, hein, donc abdiquant totalement, tout ce qui définit un être humain, finalement. Alors, les tragiques montrent des héros déchirés, les philosophes vont désormais chercher à comprendre rationnellement ce qui se joue dans ces conflits, et vous commencez par étudier Socrate et Platon. Alors, en quoi le Criton, un des dialogues de Platon justement, est-il un texte fondateur? Alors le Criton rapporte donc la scène, cruciale dans laquelle Socrate, qui a été condamné par la cité d'Athènes, donc il a Mhm. été condamné par une procédure politique, qui s'est déroulée de manière normale. Il est condamné à absorber la ciguë, donc Mhm. à se suicider, et ayant appris donc, son sort, il se prépare à affronter la mort, à appliquer la sentence énoncée par l'espace politique, et ses amis viennent le voir justement dans le Criton pour lui proposer de s'échapper. Donc ses amis ont mis en place, tout un système, hein, Ouais. de navires qui l'attendent, ils sont prêts à l'extraire de sa prison, et ils essaient de le convaincre Mhm. précisément qu'il est de son devoir d'échapper à la mort, parce qu'il est plus utile, vivant que mort, hein, pour Ouais. le dire de manière un peu Eh oui. ramassée. Heu, Mhm. Ce qui est intéressant effectivement, dans cette scène, c'est qu'il y a vraiment une argumentation dans les 2 sens. De la part des amis qui disent, «Tu ne peux pas nous abandonner, nous tes Mhm. amis, tu Eh dois oui. continuer à nous enseigner. Tu ne peux pas abandonner tes enfants et ta femme, parce que tu as des devoirs envers eux, et tu ne peux pas même abandonner la cité d'Athènes, qui Mhm. manifestement s'est conduite de manière très injuste, Eh oui. et qui donc, est une cité qui s'abîme dans l'injustice. Et donc toi, Socrate, depuis le début, hein, ton travail, c'est quand même de rétablir la justice ou d'expliquer ce qu'est la justice.» Et de l'autre côté, donc, Socrate argumente en disant: «Puisque j'ai été condamné par un procès dans lequel il n'y a pas eu de faille procédurale, Mhm. la procédure s'est déroulée de manière normale. J'ai argumenté, mais sans réussir à convaincre les juges, et donc je ne suis pas légitime à venir, disons, contester tout d'un coup le Oui. résultat de cette procédure, Mhm. parce que tout d'un coup elle ne m'arrange pas. Eh Donc oui. toute ma vie a été consacrée à défendre les lois, à Mhm. défendre la justice, y compris la justice légale. Il est de mon devoir de rester dans ma prison et de mourir, parce que faire le contraire, ce serait abdiquer, ou en tout cas, oui, renoncer à tout ce à quoi je crois et tout ce que j'ai professé, enseigné Mhm. et défendu pendant toute mon existence. Mhm. Et donc, effectivement, il va montrer ou il va Mhm. démontrer, à ses amis que son devoir est donc bien de mourir, indépendamment de ses autres devoirs familiaux ou, Mhm. amicaux, et que, d'une certaine manière, alors la scène est un peu, encore une fois, elle est intéressante parce qu'on a toujours le niveau divin qui vient se mettre par-dessus. L'une des confirmations que la décision est la bonne, exactement comme dans les textes homériques, hein, c'est Ouais. que les dieux vont donner des signes, donc Mhm. soit en intervenant directement chez Homère, soit en Mhm. donnant un signe dans le Criton, par exemple, Ouais. que la décision que je viens de prendre est la bonne. Donc
Certes, j'ai un raisonnement humain qui peut me donner des raisons d'agir d'une façon ou de la façon contraire. Mais en tout cas, Socrate, lui, montre que ce qui le définit, c'est telle valeur, l'obéissance aux lois, et qu'il ne peut pas désobéir tout d'un coup parce que la décision de la justice ne l'arrange pas, Mhm. et que par ailleurs, il est conforté dans son choix par des signes qu'il a interprétés, Mhm. comme étant donc la validation par le dieu du fait que sa décision est la bonne. Alors, quel est l'apport de Platon par rapport à la tragédie? Alors je pense que précisément, comme vous l'avez très bien dit, pour faire la transition entre les 2 types de textes, les philosophes vont s'emparer du matériau homérique et du matériau des pièces tragiques Mhm. pour essayer de réfléchir d'un point de vue théorique et conceptuel à la structure sous-jacente de ces Mhm. situations dans lesquelles on a des choses contraires à faire. Donc ce que va montrer Platon par ce dialogue, par le dialogue justement entre Socrate d'un côté et puis Criton, qui est le porte-parole principal de ses amis, c'est que 2 systèmes de valeurs contradictoires peuvent être soutenus de manière également légitime. Ce qui nous apprend, ou en tout cas ce qui fait apparaître, c'est justement quels sont les impératifs moraux sur lesquels se base Criton et quelles Mhm. sont les justifications morales que se donne Socrate. Ouais. Donc on a aussi dans le Criton, le discours des lois qui Mhm. va venir, finalement mettre du concept dans l'impératif de la législation politique, ce qui était déjà finalement mis en place par le personnage d'Antigone ou par le personnage de Médée, puisque on voit bien qu'elles sont aussi aux prises avec des impératifs politiques. Alors, est-ce qu'on peut dire que la connaissance du bien résout les dilemmes? Alors effectivement, ça ce serait, disons l'effort supplémentaire que fait Aristote en montrant que par l'éthique qu'il déploie, qui est une éthique de type prudentiel, il va essayer de montrer que tous ces cas dans lesquels nous avons une hésitation, finalement peuvent être résolus si nous avons une définition suffisamment cohérente et Oui. solide, du bien. Et que Mhm. cette définition du bien, donc c'est ce que montre, l'éthique circonstancialiste d'Aristote, hein. Mhm. Cette définition du bien justement, elle est toujours indexée aux circonstances et c'est la raison pour laquelle elle ne peut s'énoncer finalement que par le prudent, qui Oui. est une figure singulière, qui lui est vraiment, justement enraciné, ou en tout cas englué presque dans l'action, dans des paramètres qui sont toujours singuliers et il a toujours à choisir de manière singulière en fonction de paramètres singuliers. Mhm. Donc ce que montre Aristote, c'est que la structure même du raisonnement pratique, donc la manière dont nous prenons nos décisions morales, toujours une manière singulière, souple, flexible et que même si nous avons une définition du bien qui nous sert de cadre, il est évident qu'à chaque fois, nous avons à l'adapter à la circonstance particulière. Ouais. Mhm. Et donc c'est à partir de cette, adaptation, d'une éthique prudentielle qu'on va résoudre tous les cas difficiles et donc l'hypothèse, disons, que je formule dans ce livre, c'est que Ouais. l'éthique d'Aristote vient dissoudre tous les dilemmes, parce Mhm. qu'elle vient montrer que ce ne sont que de faux problèmes. Ah oui. C'est-à-dire que si j'ai un problème, si j'ai un blocage pratique, c'est parce que j'ai pas bien défini mes termes. C'est parce que je ne sais pas bien quelle est la circonstance prépondérante qui me donnerait de toute façon, si je la connaissais, une seule solution possible. L'idée, c'est que chez Aristote, il faut s'en remettre à la figure du prudent qui, lui, a Oui. toujours une idée très claire de la seule chose possible à faire. Mais est-ce qu'une bonne décision peut malgré tout laisser un regret? Alors c'est une grave question, que pose aussi Aristote et donc dans l'Éthique à Nicomachie notamment, hein, il explique que nous avons tendance donc c'est vraiment un passage très intéressant, Mhm. et assez peu travaillé finalement d'Aristote, où Mhm. il dit que nous avons tendance à penser qu'avoir un regret d'avoir raté une action ou avoir honte de quelque chose que nous avons plus ou moins bien réussi, ce serait un signe de valeur, hein, parce que ce serait le signe que nous voyons justement très Mhm. bien, le bien, dont vous avez parlé. Donc j'ai une vision très claire du bien. J'ai une vision aussi très claire du fait que, bah, pour l'instant, j'ai pas réussi tout à fait
mettre en pratique. Mais le fait de le voir, c'est justement le signe que, je suis capable de voir la perfection du bien. Mmh. Donc rater une action ou avoir honte de ce qu'on a raté, ce Mmh. serait positif. Et D'accord. Aristote dit: «Pas du tout». Ça, c'est une fausse manière de poser le problème, puisque justement, si j'ai honte, si j'ai un regret, si j'ai fait quelque chose que je regrette d'une certaine manière, c'est que j'ai pas bien calculé et que je sais que j'aurais pu ou j'aurais dû mieux calculer. Donc le texte de l'Éthique Nicomaque, auquel je renvoie, hein, Mmh. dit, justement: «On ne peut pas arguer de la honte ou de regret pour dire que nous avons une valeur morale supérieure. Mmh. C'est toujours le signe d'un défaut, c'est toujours le signe d'un manque et c'est le signe que nous n'avons pas été sages suffisamment. Donc en ce sens-là, si j'ai fait quelque chose que je regrette ensuite, Mmh. c'est le signe de mon imperfection et du fait que je ne suis pas encore ce que je devrais être, totalement». Très bien. Alors, votre livre ne s'arrête pas à Aristote. Vous montrez que les stoïciens, votre spécialité, ces stoïciens reprennent entièrement la question sous un autre angle. Ils vont notamment définir la notion de devoir et discuter dans les deux sens. Alors, effectivement, l'espèce de déplacement intellectuel qui est fait par les stoïciens, c'est d'abord le fait de repenser l'éthique en termes de devoir. Donc ça vient, si vous voulez, mettre, le concept du devoir par-dessus les situations précédentes. Donc là où Socrate parlait en termes de circonstances particulières, ou Aristote parlait de différences de circonstances singulières, les stoïciens, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, finalement viennent mettre un peu de clarté dans notre, délibération, parce qu'ils viennent articuler les différentes sphères d'existence qui sont Mmh. définies par un certain nombre de devoirs, spécifiques. Donc ça, c'est leur premier rapport, disons qui vient faire une cartographie des différents impératifs moraux qui s'imposent à nous. Mmh. Et puis, la deuxième chose, c'est que, comme vous l'avez dit également, ce sont des philosophes paradoxaux. Ils adorent les paradoxes. Ils vont dire, D'accord. par exemple: «Le seul roi, c'est le sage. Le seul homme libre, c'est le sage. Nous sommes tous des esclaves, sinon». Ils aiment beaucoup les formulations paradoxales et ils vont s'intéresser pour cette raison à la forme spécifique du paradoxe, qui est d'abord donc une double proposition contradictoire. Un paradoxe, c'est dire une chose et son contraire dans une même phrase. Donc ils vont s'intéresser au dilemme au sens premier du terme, c'est-à-dire la double proposition, et ils vont mettre en place donc le raisonnement, ou en tout cas ils vont utiliser de manière plus systématique que ce qui était fait auparavant, puisque Aristote l'utilise aussi un petit peu tout en s'en méfiant beaucoup. Mmh. Ils vont utiliser donc ce qui s'appelle la disputatio in utramque partem, c'est la discussion dans les deux sens, c'est-à-dire la forme logique qui vient nous permettre de formaliser les délibérations dont on avait, fait l'expérience dans les textes, par exemple, de Platon, Mmh. avec 2 discours de Criton et de Socrate, par exemple, qui forment 2 raisonnements dans des sens contraires. Sauf que là, donc, on a vraiment une procédure avec une formalisation procédurale du raisonnement pratique qui s'exprime en termes de propositions contraires. Donc, à quoi ça sert finalement cette mise en forme argumentative dans les 2 sens? Ça nous permet d'explorer jusqu'au bout les 2 voies qui se présentent à nous et de voir jusqu'où je suis capable de tenir les 2 branches de l'alternative. Et donc, en faisant cela, je vais jusqu'au bout de mes valeurs, ou en tout cas, ça me permet de voir profondément quelles sont les valeurs auxquelles je tiens. Et souvent, ça vient exhiber finalement le point de butée de chacune des 2 voies. Je vais reprendre l'exemple d'Ulysse. Ulysse dit: «Si je pars à la guerre, pour défendre l'honneur des Grecs, je vais abandonner mon fils. Mais si je ne pars pas à la guerre justement pour pouvoir éduquer mon fils, je serai déshonoré, il aura un père déshonoré et sa vie ne sera pas telle que je voudrais qu'elle soit, ou en tout Eh cas oui. éclairée par les valeurs que je voudrais lui transmettre, parce que Mmh. justement il aura un père déshonoré». Donc en allant jusqu'au bout de la deuxième solution, qui serait de rester auprès de Télémaque, on voit bien que ça n'est pas une solution qui tient. Donc il doit partir à la guerre pour défendre l'honneur, quand bien même cela Mmh. l'empêcherait d'accomplir son devoir envers Télémaque. Mais finalement, il accomplit son devoir envers Télémaque en partant à la guerre, parce que ce qu'il veut défendre en premier lieu, c'est les valeurs d'honneur Mmh. et la défense de l'espace grec. Ouais. Donc finalement, c'est en partant qu'il va
pouvoir éduquer de manière bizarrement, de manière paradoxale justement, c'est en s'éloignant de Télémaque et en l'abandonnant qu'il va pouvoir continuer vraiment à l'éduquer comme il convient. Donc finalement, ce que montrent les stoïciens avec cette mise en place procédurale du raisonnement dans les 2 sens, c'est que ça me permet de tester mes propres valeurs ou mon propre système moral en allant jusqu'au bout des conséquences de mes propres choix. Très bien. Alors, l'heure tourne et il faut qu'on avance un peu. De manière abrupte pour les stoïciens, est-ce qu'on peut mentir pour une bonne cause? Alors, de manière abrupte également, non, D'accord. puisque on pourrait dire mentir au sens technique du terme, c'est dire quelque chose que je sais être faux. Donc le stoïcien étant, le défenseur absolu de la vérité, on pourrait dire: «Il ne doit jamais mentir», c'est-à-dire proclamer quelque chose qu'il sait être faux parce que Ouais. ce serait abîmer son âme et donc se perdre lui-même ou abdiquer ses propres valeurs. Alors c'est une réponse un peu lapidaire et certains stoïciens pourraient dire: je peux avoir des raisons puissantes de mentir parce que ce ne serait pas vraiment mentir. Vous voyez, c'est pour ça qu'on retourne dans la casuistique. Ce ne serait pas Ouais. vraiment mentir si je faisais le bien de l'autre. Donc ils vont, par exemple, le médecin qui ment à l'enfant, il lui dit: «Mais non, cette potion n'est pas amère». Il Ouais. ment parce qu'il veut le bien de l'enfant qui doit guérir et qui Et doit oui. absolument prendre sa potion. On pourrait dire qu'il y a aussi un calcul qui peut s'enclencher en disant: «Il serait finalement conforme au bien que de mentir ponctuellement, même si je sais que c'est un mensonge». Donc là, évidemment, les stoïciens vont s'opposer, ou en tout cas 2 types de stoïcisme peuvent s'opposer sur cette question. Ce qui montre bien, donc ce qui est intéressant aussi, c'est que à l'intérieur même du stoïcisme, il y a la possibilité de mettre en place ou d'édifier 2 systèmes de valeurs qui ne sont pas compatibles, hein. C'est l'exemple de Ouais. Diogène de Babylone et d'Antipater de Tarse, qui est l'objet d'une partie du livre, justement qui s'oppose sur cette légitimité à mentir ou à cacher des renseignements parce qu'il serait plus utile de les cacher que de les dire. Alors, il faut qu'on aborde Épictète et sa façon de recalculer les devoirs. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, l'intérêt d'Épictète, c'est qu'il va finalement dire de manière très claire comment on peut, une fois qu'on a parcouru les 2 branches de l'alternative, trancher, décider. Comment, en ayant bien vu les 2 systèmes incompatibles de valeurs que j'ai à choisir, chacun, donc ce qui est en tout cas ma lecture d'Épictète, Ouais. chacun est fondé à se calculer lui-même ou à recalculer ses devoirs en fonction de l'estime qu'il se porte à lui-même ou de la valeur qu'il s'attribue à lui-même. Donc il y a des phrases vraiment très, très étonnantes chez Épictète qui dit: «Chacun doit déterminer à quel prix il se vend. Chacun doit déterminer à quel prix il estime sa propre personne morale». Et l'une des lectures, disons, d'Épictète possibles, c'est de dire qu'il laisse ouverte la possibilité à chacun, justement, de s'estimer soi-même, puisque personne ne peut décider à ma place, quel prix je m'accorde et quelles sont les valeurs que je prétends suivre. Et donc, chacun doit déterminer jusqu'où il est prêt à faire des compromis, justement, avec le réel, Ouais. faire des compromis avec ses propres valeurs, voir jusqu'où il est prêt à aller pour défendre éventuellement un intérêt supérieur, comme on vient de le dire. Parfois, il faut alors ça, c'est une phrase, que l'on peut trouver dans Sénèque déjà, donc avant Épictète, mais qui est assez frappante et qui est très parlante, il me semble. Donc Sénèque dit qu'il y a des ponts qu'on ne peut franchir sans péage. Donc nous devons être conscients du fait que la matérialité même du monde nous oblige à des compromis et parfois, bah, il faut que j'en rabatte de mes propres valeurs pour justement défendre une valeur que j'estime supérieure. Donc il y a une espèce de comme vous dites, il y a, le fait de recalculer ses devoirs, c'est aussi de rehiérarchiser parfois, certains impératifs qu'on s'était donnés et qui, en fonction, pas vraiment des circonstances, mais de la structure même du monde, nous incitent à, bah, redéfinir nos priorités, pour le dire de manière plus triviale, D'accord. peut-être. Alors, est-ce que le doute existe encore pour un sage stoïcien? Alors, pour un sage, normalement non, puisque le sage, lui, il voit le bien toujours de manière parfaite, en toutes circonstances et il n'est jamais surpris. C'est-à-dire Ouais. qu'il
il tombe jamais sur un pont, qu'il faudrait payer et qu'il n'avait pas anticipé, il est sage. Donc pour lui, il n'y a pas de doute. En revanche, les stoïciens disent bien que le sage est aussi rare que le phénix et que, il y a peut-être eu, 2 sages dans l'histoire, dont Socrate, mais que pour nous qui ne sommes pas des sages, évidemment, il y a des doutes, d'où l'importance de la discussion dans les 2 sens, parce que ça nous permet justement d'aller jusqu'au bout de nos doutes, jusqu'au bout de notre système de valeurs et de voir jusqu'où on est prêt à aller en fonction de la valeur qu'on s'attribue, justement. Très bien. Alors, on a parcouru ce chemin dans l'Antiquité d'Homère à Épictète, mais le lecteur de votre livre comprend que cette histoire ancienne éclaire des questions très contemporaines. Alors, est-ce qu'on peut dire que les débats contemporains en bioéthique, en politique ou en intelligence artificielle renouent avec cette tradition antique ? Alors, en tout cas, il me semble que le retour à l'Antiquité ou à la manière dont les classiques pouvaient, appréhender le problème et notamment les stoïciens, peut nous aider à statuer pour certains types de problèmes avec cette idée, en tout cas moi je dirais que le conseil que nous donnent les anciens, c'est d'aller au bout des systèmes de valeurs qui sont exhibés lorsque nous avons une difficulté pratique ou lorsque nous avons une décision morale difficile à prendre. Par exemple, il ne faut pas avoir peur d'aller jusqu'au bout lorsque l'on pense la possibilité de l'euthanasie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, à la fois du monde, sur toutes les sphères successives, qui finalement, quel est le monde que nous construisons si nous allons au bout de cette possibilité? Et à l'inverse, si on l'interdit, quel est le monde et quelles sont les valeurs qui sont construites si nous allons au bout de cette possibilité? Donc je pense que ce qui est intéressant et ce qui peut nous être utile éventuellement, c'est ça, c'est cette espèce de procédure formelle qui nous incite à aller jusqu'au bout de ce que l'on pense, sans avoir peur de poser les conséquences ultimes des valeurs que nous posons du fait des choix qui nous sont donnés à faire. De la même façon, avec, on va dire, quand on parle de l'humain augmenté, on vient, disons, brouiller la différence entre le robotique et le vivant, la lecture et la technique, pour le dire de manière plus nette. Et à ce moment-là, il faut que nous soyons au clair sur ce que l'on appelle la nature, ce que l'on appelle la technique, et les conséquences ultimes que ça a sur tout un tas d'autres problèmes, une fois que nous avons redéfini l'humain de cette façon. Alors, dernière question. Quel philosophe antique vous semble aujourd'hui le plus précieux pour affronter les conflits de devoir ? Alors j'aurais dit, effectivement Sénèque. D'accord. D'abord parce que par son existence même, il est complexe. Donc souvent il est accusé, donc comme vous savez, il a fait partie des sphères de pouvoir, hein, puisqu'il était le précepteur de Néron. Il a été accusé de compromission avec Néron, il a été accusé d'être beaucoup trop riche, pour pouvoir être véritablement stoïcien. Il a été accusé aussi à l'époque, d'avoir participé au complot qui aurait, disons, voulu l'assassinat de Néron. Donc ce qui est aussi une espèce d'infraction aux principes stoïciens. Si je tue quelqu'un, c'est que je décide de la mort de quelqu'un parce que ça au nom d'un bien plus grand, c'est une difficulté éventuellement. Donc le personnage même de Sénèque est vraiment au cœur de ces problématiques-là. Il montre par sa personne toutes ces difficultés et en même temps, il me semble que dans ses écrits, justement avec cette histoire de pont à péage, il a parfaitement conscience, donc ça n'est pas un stoïcien éthéré, il va, venir nous dire, du haut de sa sagesse immuable: «Il est évident que ce qu'il faut faire, c'est cela». Lui, il a parfaitement conscience du fait que, l'agir moral, c'est compliqué, il faut parfois se salir les mains et parfois justement, on se salit les mains et on ne sort pas indemne et on a à assumer les conséquences des actions que nous avons faites ou des décisions que nous avons prises et je pense que ça, c'est vraiment, le plus important pour moi. C'est-à-dire, tandis qu'Épictète nous donne simplement un conseil, qui est très, très utile, hein, décide quelle est ta valeur et décide à quel prix tu te vends. Ça, c'est vraiment aussi très important. Mais, lui, Sénèque, il va recompliquer finalement, les prises de décision et nous montrer par sa prose et la très belle écriture qui est la sienne, ses propres difficultés à choisir parfois. Eh bien, c'est sur ces propos que nous allons conclure cet épisode de Tétrapharmakos. Merci infiniment, Madame Veillard, d'avoir été notre invitée.
Votre livre nous rappelle que les cas de conscience ne sont pas seulement des situations exceptionnelles, ils disent quelque chose de fondamental sur la condition humaine. Entre les héros d'Homère, les tragédies grecques, Socrate, Aristote et les Stoïciens, c'est toute une histoire de la décision morale qui se dessine, une histoire qui continue d'éclairer les questions les plus actuelles. Je ne peux qu'inviter nos auditeurs à découvrir votre ouvrage, Cas de conscience et conflits de devoir, les origines de la casuistique d'Homère à Épictète, publié aux Belles Lettres. C'est un livre exigeant, documenté et passionnant qui montre combien la philosophie antique demeure une ressource précieuse pour penser les dilemmes auxquels nous sommes tous confrontés. Merci chères auditrices et chers auditeurs de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Si cet entretien vous a intéressé, n'hésitez pas à le faire découvrir autour de vous en partageant le podcast sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire vivre Tétrapharmakos et de permettre à ces échanges de toucher un public toujours plus large. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le 49e épisode. Nous accueillerons Christophe Niant pour un entretien consacré à la représentation du monde des morts dans l'Israël ancien et l'émergence de la croyance en la résurrection des morts. Une émission qui nous conduira cette fois aux sources des représentations bibliques de l'au-delà et de l'une des croyances les plus marquantes de l'histoire des religions. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à nourrir votre curiosité. N'oubliez pas, Tétrapharmakos, c'est comprendre et s'en réjouir. Merci beaucoup Madame Veillard et au revoir. Merci à vous.